Donc bonjour à tous et merci d'être avec nous à la table ronde. Les NFT tendances émergentes d'Europe et d'Asie, avec 4 entrepreneurs spécialistes NFT. Donc je suis David Servet, cofondateur et président du groupement Blockchain HEC créé en 2017 au sein de l'association des HEC Alumni pour partager les connaissances sur l'économie Web3, blockchain et crypto, et bien sûr pour connecter les écosystèmes. Donc je vous invite tous à suivre notre page LinkedIn où nous postons tous les replays et puis aussi pour vous inscrire aux événements. Si vous ne connaissez pas encore, on a aussi le site Blockchain HEC, essentiellement pour revoir justement les vidéos. Et puis, bon, bref, je vous ferai circuler tous les liens dans le chat. Aussi, nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires, donc nos prime sponsors qui sont PwC et Stake Capital, euh, enfin Stake Capital Group, ainsi que les partenaires HEC Alumni et HEC Paris, et tous les 80 speakers, plus de 80 speakers qui sont venus nous apporter leur éclairage au cours de ces dernières années sur le Web3. Donc ça, c'est dit. Et donc pour revenir au sujet principal d'aujourd'hui, nous donnons donc la parole à 4 entrepreneurs spécialistes du monde NFT, notamment d'Europe et d'Asie, pour vous présenter leurs projets, leurs visions et les problématiques qu'ils souhaitent résoudre grâce aux NFT. Donc, euh, à travers des solutions qu'ils sont en train de construire, et puis même pour certains qui sont déjà déployés. En termes d'agenda, vous aurez tous chacun 10 minutes et pour vous présenter, puis présenter aussi quelques projets que vous souhaiterez highlighter, enfin mettre en lumière. Et puis ensuite, on fera un échange assez informel avec l'audience et puis même entre vous pour échanger justement sur ces tendances. Donc quatre fondateurs. Il y a Frédéric Sora, qui est euh, fondateur de The Famous, qui est installé en Asie et qui est bien sûr dans l'écosystème Web3 et qui est un NFT builder. Romain Verloom-Fried, qui est commissaire-priseur et qui fait du conseil en NFT, en stratégie, qui a fondé Token to Me, et puis également cofondateur, je crois, en tout cas si c'est le bon terme, de NFT Factory et de Art Can Die, et également Franck Dupont, qui est founder de NFT Biarritz avec son frère, donc Damien Dupont, founder de NFT Biarritz et CTO d'OpenGem. Et enfin, Mathieu Quignou, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8 et qui est également avocat au sein de la société Legal Brain Avocat, spécialiste dans la blockchain, l'IA, les NFT, et fondateur également de Atto qui pourra probablement nous présenter. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence et puis peut-être qu'on peut démarrer par la minorité à l'Asie avec Non, non, Frédéric. je vous laisse commencer et puis Hop, je prendrai la main après. ça marche. Alors Je viens peut-être, juste de rentrer de dîner là, ouais, donc je vais déjà juste prendre merci, un verre merci, d'eau. merci à toi parce qu'effectivement, il est quelle heure chez toi là en ce moment? Il est minuit et des poussières. Tu es basé où exactement? Rappelle-nous. Là, je suis aux Philippines là actuellement, mais je suis entre Hong Kong et les Philippines. Donc il est minuit 9. Ça marche. Ok. Bah, écoute, peut-être Mathieu, si tu veux commencer donc pour te présenter et puis, comme on disait, 10 blocs enfin 4 blocs de 10 minutes. Donc en 10 minutes, là, je te laisse la parole pendant 10 minutes et puis on peut tourner comme ça jusqu'à faire le tour de la table ronde, si ça te va. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup David pour l'invitation et bonjour à tous. N'hésite pas à me couper si je suis trop long ou si je Ok, m'écarte de la thématique ou à me poser des questions. Et d'ailleurs aussi les personnes qui ont vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Voilà. exactement. Ouais. Alors donc, moi je peux vous présenter peut-être Atto et aussi la perspective qui est la mienne autour de ça. L'idée de ce projet, c'est de proposer en fait la création dans les NFT d'une dimension juridique. C'est-à-dire qu'un NFT, au sens strict, c'est un jeton qui fonctionne sur une blockchain. Bon, j'imagine que la grande majorité des gens ici en ont déjà utilisé, sont familiers avec la notion de blockchain. Mais bon, pour donner quand même une petite synthèse autour de ça, c'est vrai que c'est un smart contract, donc des instructions informatiques qui fonctionnent sur une blockchain, sont ancrées de manière définitive donc sur cet outil, enfin, sur ces protocoles décentralisés.
Et on va avoir donc un jeton qui a une particularité par rapport à d'autres jetons, qui est d'avoir des métadonnées qui sont liées. Alors, ce n'est pas obligatoire sur tous les ERC 721, mais c'est l'élément un petit peu phare. Quand on pense au NFT, on pense à des images aussi associées. Donc, pour qu'il y ait des images, il faut des métadonnées avec un lien en fait, dans le fichier JSON qui est associé au NFT et qui va pouvoir être appelé ensuite par un certain nombre de sites qui font des boucles pour vérifier qu'il y a bien toujours l'image. Donc, il y a cet aspect-là. Et ensuite, il y a l'identifiant unique. C'est pour ça qu'on dit jeton non fongible. C'est parce que il n'y en a pas d'autres identiques. Au niveau, en tout cas, de son identifiant. Après, on peut avoir énormément d'NFT avec des identifiants uniques qui, finalement, correspondent à la même image, par exemple, ou qui vont avoir les mêmes droits. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi délicates à appréhender au niveau juridique. Au niveau du règlement européen qui est proposé, le règlement européen, justement, dit que quand c'est un identifiant unique, mais qu'on va avoir les mêmes droits associés ou la même image, on n'est pas vraiment sur un jeton non fongible. Donc, on voit que la qualification juridique, elle est encore un peu mouvante sur ce type d'outils, ce type d'actifs. Du coup, moi, l'approche que j'ai eue, que j'ai partagée avec d'autres personnes, avec des confrères, avec aussi mon associé donc, dans Atto qui s'appelle Julien Béranger, qui est un très ancien de la blockchain et voilà, très, très, très maximaliste d'Ethereum, et donc qui a vraiment une approche. D'ailleurs aussi, c'est un ancien interprète chinois, donc il est très, très, très porté sur l'Asie. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, par rapport à un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller voir un avocat ou qui ont un flux très important en fait, de création de NFT, comment est-ce qu'on peut automatiser les choses pour permettre de calibrer cet actif au niveau juridique? Donc, on a créé un minter de NFT avec la possibilité d'injecter des conditions générales de vente dedans qui peuvent être paramétrées par une petite IA symbolique qui va permettre d'avoir des CGV complètement adaptés aux NFT qu'on veut. Alors, pourquoi des CGV? Une question qui se pose beaucoup, c'est-à-dire qu'au moment où on a abordé ce problème-là, personne ne faisait ça. Moi, je commençais un peu le faire pour tester de manière expérimentale et on s'est dit, bon, c'est automatisé, ça peut être automatisé, de toute façon, c'est aussi tout l'intérêt de la chose. Bon, il y avait déjà quelque chose qui se faisait au préalable, j'imagine que vous en avez entendu parler, en tout cas pour ceux qui ne viennent pas exclusivement dans le domaine de la blockchain au moment des NFT, c'est ce qu'on appelle les ICO, en fait, c'est Initial Coin Offering, c'est des levées de fonds sur blockchain. Pour faire ce type d'opération-là, alors on utilise des jetons qui s'appellent généralement ERC20. Donc ceux-là n'ont pas de métadonnées. Et ils sont fongibles. On va en avoir par exemple 100 000 pareils ou choses comme ça. Pour ces jetons, pour faire ce type d'opération, on fait généralement un white paper ou un document d'information dans lequel on va décrire en fait les usages attachés au jeton, les risques du scripteur, un certain nombre d'éléments qui ont été balisés aussi au niveau réglementaire en France par la loi Pacte. L'idée du travail qu'on a fait, c'est de déployer quelque chose d'assez voisin axé sur les problématiques des NFT en l'intégrant dans l'actif, puisqu'il a cette faculté de pouvoir porter aussi un certain nombre de métadonnées. Donc, des métadonnées qui peuvent être des liens vers IPFS, et donc on peut voir facilement finalement les droits attachés au NFT, et en plus attacher aux métadonnées des informations qui sont plus synthétiques, qui vont pouvoir être lues par nous, ce qu'on appelle un scanner, qui va pouvoir dire, bon ben voilà, il y a tel droit exclusif pour le fait de pouvoir l'afficher en photo de profil, par exemple sur Twitter, ou pouvoir faire du merchandising sur des t-shirts. Et donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes parce que quand on voit, par exemple, le conflit qu'il y a eu entre les personnes qui détenaient des CryptoPunks et les personnes qui ont créé CryptoPunk, on voit qu'il y avait quand même au départ des NFT, de l'engouement autour de ça. Alors, c'était même avant l'engouement, ça. Un décalage entre la perception qu'a l'acquéreur du NFT des droits dont il dispose et ceux qui l'émettent, en fait, le NFT. Concrètement, pour CryptoPunk, les personnes de CryptoPunk n'ont absolument pas cédé de droits de propriété intellectuelle ou de droits d'usage particuliers autour de l'image qui est associée à leur NFT. Et quand on voit la valeur qu'ont ces NFT, on peut imaginer que les personnes qui vont le mettre en photo de profil peuvent considérer que quand même, ayant payé 300 000 €, ils peuvent quand même le mettre en photo de profil sur Twitter. Bon, ça,
On peut se dire ça. Mais simplement, en droit, il faut qu'il y ait quand même un transfert de propriété, en fait, un transfert de droits de propriété intellectuelle. Et ça doit être formalisé. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète simplement en faisant un smart contract. Il faut qu'il y ait un acte associé avec une transmission express des droits pour qu'il y ait une cession de droit. Donc voilà, donc tout l'intérêt en fait de ce qu'on a mis en place, c'est de faciliter ce transfert de droits, le calibrer et permettre ensuite à des outils de pouvoir lire les droits qui sont associés à un NFT, tout en ayant bien identifié aussi l'émetteur du NFT pour être bien sûr qu'il est légitime pour créer cette œuvre. C'est-à-dire que si par exemple on a une personne dans sa cave qui fait un NFT avec une grande marque de luxe, eh ben, il n'est pas légitime pour faire ça s'il met la marque de luxe. De même, un contrefacteur d'un artiste n'aura pas la possibilité non plus de faire un NFT. C'est un acte de contrefaçon que de faire un NFT à partir d'une œuvre d'un autre si on n'a pas les droits. Donc, il faut aussi s'assurer de la chaîne de droit. Donc, l'idée, en fait, c'est de baliser tout ça pour pouvoir clairement présenter un actif qui est sûr, qui a une vraie valeur et qui peut se pérenniser aussi dans le temps. C'est un peu associer ça à un nouveau support numérique. Voilà Comment s'appelle, excuse-moi, le site, peut-être pour que les... C'est atto.works, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Je le mets là, atto.works, W-O-R-K-S. Ouais, c'est ça. Et donc, on a ou work sans S, je crois. D'accord. Je vais tester. Et donc, on a trois outils. Donc, le principal, c'est le Minter, donc celui qui permet de créer les NFT calibrés avec les différentes métadonnées, les CGV paramétrés. Après, on a un autre outil qui est en voie de finalisation, là, qui est déjà disponible, c'est un scanner qui va permettre de lire les métadonnées qui sont associées au NFT. Donc, pour permettre, donc tout ça, c'est des API qu'on fait en marque blanche, etc., qu'on va pouvoir intégrer sur des sites pour pouvoir lire ce qu'a la personne dans son wallet et voir finalement s'il y a bien l'émetteur conforme, s'il y a bien des droits associés au NFT, s'il y a bien des CGV, si c'est décentralisé, etc. Et après, on a la partie, entre guillemets, annuaire pour vérifier que l'émetteur, il est clean et qu'on l'a bien préintégré. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu délicates aujourd'hui à mettre en place dans la mesure où c'est un écosystème qui cherche aussi de la privacy. Donc nous, on cherche à aller vers du ZKP, donc la preuve à divulgation nulle de connaissances à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, on est sur de l'intégration d'informations sur les émetteurs qui est faite manuellement, déclarative, avec l'intégration aussi d'un système de KYC bientôt. Et à terme, on aimerait aussi migrer vers du ZKP, donc pour vraiment garantir une logique de un peu ce qu'on appelle l'identité autosouveraine, quoi, une vraie gestion en fait par l'utilisateur de sa qualité de sujet, une sorte de passeport numérique autogéré, quoi. Voilà. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Une question juste directe, peut-être. Comment lire les droits sans ce scanner et que cela peut se rajouter au smart contract post-mint? Question de Julien. Alors, comment lire les droits sans scanner? C'est tout à fait possible, en fait. C'est dans le fichier JSON, en fait. Dans le fichier JSON qui est associé au NFT. Donc, vous avez, en fait, dans un NFT, il y a ce qu'on appelle une fonction, qui est une fonction URI, qui va appeler le fichier JSON. Alors, il n'est pas dans tous les NFT, mais dans quasiment tous, puisque c'est un des vrais intérêts du NFT. Ça permet d'appeler un fichier JSON, donc un fichier de métadonnées, où on va avoir des lignes. Et donc, parmi les lignes, on a la ligne qui correspond à l'adresse IPFS ou autre qui renvoie en fait vers le fichier image, par exemple, un JPEG ou autre. Et après, on a une ligne, nous, dans notre cas, avec un fichier PDF qui correspond au CGV, qui sont un contrat. C'est un contrat comme on peut l'avoir sur certains sites qui font du e-commerce, mais complètement adapté au cas des NFT. Et après, on a toute une liste de caractéristiques liées au droit, et donc elles sont accessibles comme ça. Donc oui, c'est faisable aussi manuellement. Enfin, à la base, c'est pensé pour des êtres humains. On n'a pas mis d'IA pour pouvoir analyser le texte des CGV et rendre ça encore plus sophistiqué, parce que bon, c'est encore des... Bon, ça pourrait se faire, mais il y aurait certainement des erreurs et on souhaite que ce soit un peu calibré, quoi. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement en plus pour des êtres humains que ça a été fait, quoi. La partie CGV classique est aussi rédigée, quoi. Excellent. OK. Une question de Damien avec justement sur ces CGV, sur la génération des CGV qui se génèrent ou pas automatiquement. Comment tu les... Donc, tu as dit que pour les calibrer, elles étaient gérées manuellement, mais
Est-ce qu'il y a des automatismes déjà et prévus probablement? Bah, c'est automatisé, hein. Ah d'accord, ok. C'est complètement automatisé. Par contre, bon, bah, pour le smart contract, concrètement, nous, on a un modèle de smart contract. Alors, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, d'autant plus que la partie qui évolue, nous, dans nos NFT, c'est les métadonnées essentiellement et les CGV. C'est-à-dire qu'on Mhm. n'aura pas les mêmes métadonnées à chaque fois en fonction Mhm. des droits qu'on associe et les CGV rédigées seront différentes. Et ça, c'est fait automatiquement, en fait, hein, l'évolution des termes, hein. Voilà. Ok, excellent. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions si je vais te laisser continuer 2 minutes, 2 minutes, on va dire, pour soit prendre des questions, soit continuer d'autres présentations de startups que tu aimerais highlighter ou continue sur Atto comme tu veux. Ben, On peut répondre aux questions aussi. Ouais. je peux répondre aux questions. Alors, je vois que la question de savoir comment est-ce qu'on voit ces informations-là, ben, concrètement, vous avez plusieurs moyens, hein. Vous pouvez voir ça sur, par exemple, Etherscan, si on est sur Ethereum, en allant chercher les informations sur le smart contract. Nous, sur notre site, si c'est minté par Atto, et ben, vous avez vraiment un endroit où vous avez IP licence, où vous pouvez aller chercher le document, un lien vers les métadonnées qui est vraiment un vrai lien. Donc ça, vous pouvez l'avoir immédiatement. En fait, c'est un lien vers IPFS, hein, tout simplement. Après, si vous êtes sur OpenSea, qui est un peu l'outil que tout le monde utilise quand il veut aller regarder ses NFT, vous pouvez aussi avoir ces informations-là, en fait, hein. C'est lisible, un peu comme on a ces informations dans la description. Alors là, ce n'est pas dans la description, mais on va avoir un type de licence qui apparaît. C'est plus dans ce qu'ils appellent les caractéristiques, je crois, je ne sais plus exactement le terme, mais c'est plutôt à ce niveau-là. Mais donc, c'est aussi lisible en partie sur OpenSea. Excellent. Qui paye IPFS pour s'assurer de l'hébergement des CGV? Toujours Damien. Merci Damien pour tes questions. Ben, c'est nous, on utilise Pinata. Après, voilà, hein, c'est pas cher, hein, pour l'instant. Et l'idée, c'est, en fait, la question, c'est donc bon, pour l'instant, IPFS c'est quasi gratuit, on va dire, hein. Possible que ça évolue. Dans ce cas-là, bah, c'est des genres d'éléments qui seront facturés différemment, un peu comme quand on facture, comme quand on paye Ethereum pour stocker stocker de la donnée minimaliste, hein. Voilà. Donc, qui paye pour l'hébergement, on va dire nous et à terme plutôt l'utilisateur si ça devient cher. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment un enjeu. La question aussi, c'est celle du PIN, c'est-à-dire que quand on est sur ce type d'outil, on a la possibilité normalement de supprimer le contenu. Alors, c'est une possibilité qui est très difficile à mettre en œuvre, mais on peut unpin le contenu. Et si sur IPFS, Pinata, c'est unpin pendant un certain temps, le document associé sera supprimé. C'est des choses qui arrivent assez rarement. Une autre personne peut pin le contenu pour le maintenir lisible. Mais c'est des choses quand même qui peuvent avoir un vrai intérêt dans le cas de contrefaçon. Par exemple, si une personne considère qu'elle a été contrefaite et qu'il y a une décision de justice en ce sens, on peut demander en tout cas à cette personne d'unpin le contenu. Alors, c'est très difficile à les vérifier puisqu'elle peut aller sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et le faire. Mais disons que sur le principe, ça permet de faire ça, tout en étant dans du décentralisé. Une dernière question pour Christian. Christian qui nous a posé une question sur la permanence de la blockchain, notamment avec IPFS, ou si la boîte fait faillite, qu'est-ce qui se passe si la boîte fait faillite? Bah, nous, si la boîte fait faillite, ça ne change rien. Voilà, d'ailleurs, bon, voilà, non, c'est pas l'idée. Nous, tout est fait à l'extérieur, c'est-à-dire que si la Non, non, boîte fait faillite, on peut plus. Si IPFS fait oui, c'est faillite, ça. Ouais. bah, je ne sais même pas si c'est une boîte. Damien, tu sais, vas-y. Vas-y, ouais, c'est super intéressant. Alors, on va parler d'OpenJam après, mais sur la persistance de la donnée. Et justement, c'est super intéressant. En fait, ce qui est intéressant sur IPFS, c'est en effet décentralisé, mais pas si persistant, parce qu'il faut en effet un abonnement pour s'assurer que c'est piné. Néanmoins, le lien pour accéder aux médias est en fait un hash. Donc, le lien dépend de votre contenu. Donc, ça veut dire que ça sera toujours une preuve de provenance. Si dans votre token, dans votre jeton NFT, vous avez le hash d'IPFS, et que vous avez bien gardé sur votre ordinateur, par exemple, les CGV, vous pourrez toujours prouver grâce au token, même si IPFS est down, n'existe plus, il n'y a plus personne pour tenir les nœuds ou quoi, vous pourrez toujours prouver grâce à ce hash, grâce à cette preuve de provenance,
que le document que vous avez sur votre ordinateur est bien celui qui était hébergé sur IPFS initialement, qui est écrit on-chain. Donc, en fait, vous aurez toujours un moyen de vous en sortir. Mais c'est vrai que l'éducation par rapport à ça, comme c'est nouveau et tout, c'est pas encore bien acquis. Et c'est le genre de choses que vous pouvez trouver sur le site d'OpenGem, par exemple, mais aussi à d'autres endroits. Et c'est des habitudes qu'il faudra prendre avec ces nouvelles technologies décentralisées. Ouais. Hyper intéressant. Mathieu, de toute façon, on en reparlera à la table ronde. Peut-être que c'est un bon moyen de faire une transition vers OpenGM. Damien, Franck, donc déjà, merci beaucoup Mathieu. Hein. Merci beaucoup. Et puis Damien, je te laisse la parole avec Franck pour vous présenter et puis pendant un bloc de 10 minutes, comme d'habitude. Ouais, merci beaucoup Mathieu, c'était méga intéressant. Je pense que ça a vraiment de la valeur. Hein. C'est un vrai sujet pour nous aussi. En effet, nous, on est plus sur le côté un peu plus technique chez OpenGem, moins juridique. Et ce côté juridique intégré avec des CGV qui se génèrent, ça fait totalement sens. Enfin, c'est vraiment top. Impatient de taffer avec toi, Mathieu, de discuter avec toi et tout. Donc nous, chez OpenGem, qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu le Yuka, on voudrait être le Yuka des NFT, on se présente un peu comme ça. C'est-à-dire, en fait, on met des notes de 0 à 100 sur des collections d'NFT. Ces notes sont objectives dans le sens où on ne va pas noter la hype d'un projet ou quoi. Comme Yuka. Hein. Yuka, moi, je mange du Nutella, il y a une sale note au Nutella, mais je mange quand même du Nutella. Pourquoi? C'est mon enfance, j'aime le goût et tout. Pareil sur OpenGem, vous pouvez avoir des collections NFT avec une note pas terrible, qui pourtant sont super hype et apportent de la valeur. Nous, on note le niveau d'ownership que vous offre le jeton. Donc, au niveau du jeton, quand vous achetez ce token, ce NFT, vous l'avez dans votre wallet. Est-ce que vous le possédez vraiment? Est-ce que le jeton, il vous appartient? Et est-ce que les médias qui y sont liés ou intégrés peuvent être altérés dans le temps? Est-ce que quelqu'un à distance peut toucher à votre image? Est-ce que votre image dans le temps peut disparaître? Est-ce qu'il peut arriver quelque chose à votre jeton alors qu'il est bien au chaud dans votre wallet, protégé par une ledger? En gros, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, on met une note de 0 à 100. Donc, plus vous avez une bonne note, un 100 sur 100, vous pouvez être sûr, à part si vous faites une erreur humaine, évidemment, mais vous pouvez être sûr que votre token restera bien là et qu'il ne sera pas altéré dans le temps. S'il y a une sale note, ça peut être altéré. Même par le projet, en fait. Nous, on a des exemples de projets où si vous dites des choses pas terribles sur le Discord, à distance, le projet, hop, vous enlève vos attributs, vous mettez un emoji caca à la place de votre image et vous avez perdu la valeur de votre token et voilà. Quoi. Après, donc ça, c'est volontaire, c'est des projets un peu scam au final, mais il y a aussi des projets qui ne le font pas spécialement exprès et que dans le temps, ça peut être altéré en fonction des technos qui sont utilisés ou quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment OpenGem. Je sais pas, Franck, tu veux ajouter quelque chose sur OpenGem? Peut-être oublier des trucs. Non, c'est exactement ça. Du coup, le gap entre le 0 et le 100, en fait, il y a plusieurs étapes parce qu'il y a énormément de méthodes de mint et énormément de méthodes pour rendre persistant une donnée digitale, que ce soit stockage IPFS comme on en a parlé, que ce soit sur une blockchain dédiée au stockage de masse, ou même on-chain. Il existe beaucoup de solutions aujourd'hui pour mettre des choses on-chain, même de la musique. On a vu des projets faire ça. Donc, tout est possible. Le problème du stockage, on peut vraiment le contourner avec un peu d'imagination et surtout un peu de technique, un peu de dev. Et c'est ça aussi qu'on apprend beaucoup, nous, avec OpenGem, et que du coup, on accompagne les projets dans ce sens pour rendre leur NFT extrêmement persistant. Ouais. C'est pour ça qu'il y a vraiment un pont à faire avec le juridique, car on arrive dans un monde où la valeur est de plus en plus numérique. Le juridique et le numérique, à un moment donné, il va falloir qu'ils se mergent et travailler ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on est très hypé par ce que tu nous as dit, Mathieu. On n'est pas du tout des maximalistes du full on-chain. Au contraire, on a des solutions incroyables qui ne sont pas on-chain. Et justement, on essaie de jouer avec ça. Donc, vous pouvez dès à présent aller sur le site opengem.com. Vous pouvez chercher des collections et puis voir un peu les notes. On fait un descriptif. Qu'est-ce qui est on-chain, pas on-chain? Qu'est-ce qui se passe si jamais le site du projet disparaît? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous ne gardez pas? Ce genre de trucs. Pour en apprendre un peu. C'est très technique. Ce n'est pas sur la communauté. Ce n'est pas sur la roadmap. C'est très technico-technique sur le jeton. Est-ce que vraiment il restera bien persistant? Est-ce qu'il est bien décentralisé et tout ça? Voilà. Et donc ça, c'est le sujet OpenGem, mais surtout, nous, ce qu'on est en train d'organiser actuellement avec Franck, c'est un événement, en fait. En fait, on est en train d'organiser le NFT Biarritz le 24 août. En fait, nous, à Paris, on a fait pas mal d'événements. On en parlait d'ailleurs un petit peu avant, là, ensemble. Il y a beaucoup d'événements en ce moment et c'est vrai qu'avec mon frère, du coup, comme on est un peu dans la technique, on fait ces événements. Des fois, on se dit, bon, c'est un peu dommage parce que dans les conférences, on n'apprend pas toujours grand-chose, en tous les cas. Ça manque un petit peu de pratique. Et en plus, c'est dans les grandes villes et nous, on a envie de surfer, quoi. Donc, on a dit, allez, go faire ça à Biarritz. Franck, il habite à Biarritz. Moi, j'y vais souvent. Donc, on a fait le NFT Biarritz.
Et, Magnifique. comme mot d'ordre, c'est en gros chill. Vraiment, on va faire des activités le lendemain sur la plage et tout ça, le 25 et tout ça. Et no bullshit. No bullshit, pourquoi? On a prévu des ateliers pratico-pratiques. Alors, on a vraiment prévu de parler à plusieurs personnes. En fait, si vous voulez, nous, c'est le 24. Le 25-26, il y a Surfing Bitcoin aussi. Gros moment Ok. sur la côte. Il y aura beaucoup de crypto guys et tout ça. Et donc, du coup, on compte parler aux deux publics. Et surtout pour les locaux, on compte faire des ateliers, mais pas que pour les locaux, hein, aussi, c'est pour les gens qui viennent. Si vous voulez créer un wallet, on créera des wallets. Faire des transactions, vérifier les protocoles, les RPC, on va faire ça avec vous. Il y aura des gens pour vous travailler là-dessus, plusieurs ateliers dans la journée. On ira même à faire des ateliers jusqu'à la création de NFT. On aura Ben Beka qui sera là, le youtubeur français qui fait plein de vidéos super didactiques. Donc, on va regarder un peu les smart contracts ensemble de façon assez vulgarisé, mais en tous les cas, vous pourrez déployer vos smart contracts pendant l'événement. Donc, vous sortirez de l'événement avec votre collection de déployés sur la testnet. Et voilà. Et donc, on a aussi après des conférences. Évidemment, on a Ledger, on a Dogami, on a NFT Factory. On a pas mal de monde, ça, c'est un peu classique. Mais on a aussi cet aspect-là très pratico-pratique. Et aussi sur le juridique, avec Mathieu qui sera là. On parlera de sujets concrets. Et on aura aussi Blockchain HEC. Hein. Et on a aussi, évidemment, Et Blockchain d'a- HEC. et d'ailleurs, si je crois, enfin, il y a peut-être un petit jeu à un moment donné enfin, je vous laisse en parler, mais lié à Oui, Biarritz pendant la conférence. à un moment donné dans le chat, il faut bien surveiller le chat là. Il va y avoir un lien qui va être droppé. Et dans ce lien, lorsque vous allez cliquer dessus, en fait, il va y avoir 2-3 questions rigolotes. Et si vous répondez bon, eh ben, on va faire gagner des places pour NFT Biarritz. Donc, soyez attentifs. Excellent. Il faut être réactif. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Non, bah voilà, c'est à peu près tout. Il y aura des conférences sur pas mal de choses. On a mis en ligne le sujet des panels. Il y aura des panels, donc des tables rondes, aussi des keynotes et donc des pitchs en fait sur des sujets comme donc le juridique. On a aussi des choses sur la persistance et la décentralisation, évidemment, avec des exemples concrets. On a nos amis Luchadores et Comet, deux projets français extraordinaires qui font ça vraiment bien. Hmm. On est aussi en discussion, on espère qu'ils viendront, mais on n'est pas très sûr. Mais le studio NFT42 et Nameless qui ont fait la collection de Vifren et d'Avastar, on espère vraiment qu'ils seront là en conversion avec eux. Mais le but, c'est vraiment de creuser ça et d'aller dans le concret pour voir un peu ensemble l'interopérabilité, comment ça marche, la décentralisation, comment ça marche. Donc des sujets pointus et aussi des sujets plus pour les novices, pour vraiment rentrer dedans aussi et avoir nos premiers NFT en ligne et tout ça. Bref, on essaie de faire les choses bien et grand plaisir pour vous y retrouver, quoi. Excellent. Excellent. Merci beaucoup à tous les deux. Si tu veux peut-être passer la parole ou donner le mot de la fin, enfin, de ton pitch, comme tu veux. Fin du pitch, je crois que le lien est droppé. Super, super. Merci encore. Romain, peut-être tu veux continuer? Oui, merci. Pardon, je me démute. Non, mais c'est super intéressant. Moi, ce qui est bien, c'est que effectivement, les intervenants sont hyper complémentaires. Et on voit quand même que quand on commence à toucher et un petit peu gratter les métadonnées, ben, on se dit, comme disait Mathieu tout à l'heure, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal, qu'est-ce qui rentre dans les droits des auteurs, les droits patrimoniaux, les droits moraux. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que des fois, c'est un peu un capharnaüm à l'intérieur, des fois, c'est mal fait et ça peut créer des problèmes à la suite pour les artistes, pour les créateurs, pour les intermédiaires qui vendent. Et c'est vrai que quand c'est mal fait dès le début, c'est compliqué à rattraper. Et puis, ça peut créer aussi, et Mathieu va certainement confirmer ça va créer des conflits qui vont arriver sur les ventes, les reventes successives. Et encore une fois, comme c'en est emparé d'ailleurs la DHGP, donc une sorte d'association qui gère les droits d'auteur en France, s'aperçoit que quand on commence à regarder, il y a pas mal de contrefaçons, de détournements. Donc c'est vrai que moi, c'est par ce bout-là que j'ai commencé les NFT il y a 2 ans maintenant, parce que moi, je suis commissaire-priseur. Et il y a deux choses qui m'intéressaient. Un, les artistes, hein, évidemment, les œuvres d'art. Et deux, tout ce qui était données, métadonnées, transmission, provenance, etc. Ce qui existe assez peu, sauf au final dans les bouquins des commissaires-priseurs ou des notaires, qui sont considérés comme les premières blockchains depuis que ça existe, parce qu'ils conservent des données sur qui vend, à quel prix, à qui, à quelle date, etc. Donc, c'est la première blockchain physique, hein, grosso modo. Et puis moi, je suis parti d'un constat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objet
perd un petit peu de traces, l'étude ferme, l'artiste meurt, etc., on commence à perdre la traçabilité de tout ça, et ce que je trouvais dommage. Et donc, j'ai commencé à bosser avec des QR codes, des scanners, etc. Et c'était pas très, très satisfaisant au final. Et donc, la blockchain est venue un petit peu sauver tout ça. Je suis arrivé très tardivement dans la blockchain et dans les NFT. Mais c'est vrai que de par mon métier dans le marché de l'art, au final, parce que c'est le marché de l'art, on s'aperçoit que les NFT, au-delà de l'aspect artistique, mais peuvent répondre à un nombre incalculable de questions et de problématiques qu'on se pose tous les jours, et qu'on se pose d'ailleurs encore, parce que tout n'est pas réglé. Et puis répond aussi à la question, et on en discutait dans l'article avec Mathieu, d'ailleurs, qui m'a très gentiment interviewé. Ça résout aussi la question de la valorisation de l'art numérique, qui est une espèce de parent pauvre des beaux-arts en France et à l'étranger. Et très tôt, dès la création des ordinateurs, dès les années 50, il y a eu de la création artistique, du computer art, puis ça s'est développé. Il y a même un institut spécial en France, l'IRCAM, etc., qui a développé ça. Mais c'est resté, il y a eu quelques incursions avec Fred Forrest dans les années 90, mais c'est resté très marginal, difficilement défendable, un petit peu réservé à soit des érudits, soit ce qu'on a appelé plus tard des geeks. Et là, le NFT, la blockchain, est venu répondre à la question de la valorisation et de la création de valeur, et de la provenance, de la sécurisation, etc. Donc moi, c'est par cette fenêtre-là que je suis rentré, parce qu'il y a tout un pan de la création qui était laissé pour compte. Et c'est dommage, parce qu'on a de très bons créateurs en France. Alors certains se revendiquent comme artistes, d'autres comme créateurs purement numériques. Mais tout ça, c'est de la création intellectuelle, et qui était assez peu valorisée, défendue dans le milieu du marché de l'art, parce que difficile à transmettre, difficile à conserver, difficile à authentifier, évidemment, parce que c'est grâce à ça aussi. C'est une copie servile qu'on pouvait faire, qui existe depuis toujours, mais très, très facile à faire, un petit peu moins facile aujourd'hui avec les NFT, même s'il y a encore de la contrefaçon. Mais on commence avec l'aide des artistes, des associations, du gouvernement, des avocats, des universitaires, à essayer d'organiser ça de manière à ce que ce nouveau pan de l'économie qui puisse être valorisé en France. Et Cocorico, ça marche vachement bien en France quand même. On a des très bons producteurs, des très bons défenseurs de projets, des très beaux. Voilà, il y en a ici, d'ailleurs, parmi les premiers. Donc c'est hyper chouette, et on travaille de temps en temps avec Mathieu, avec Franck, avec Damien sur certains projets. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint, tu m'as présenté comme ça tout à l'heure, donc je fais un petit peu le filigrane comme cofondateur de la NFT Factory, au même titre que d'autres personnes ici. Ok, ça marche. Voilà. Je comprends la remarque. Voilà. Et donc, on va essayer, avec différentes personnalités, compétences, parce que dans la Factory, il y a des artistes, il y a des porteurs de projets, il y a des avocats, il y a des fiscalistes, il y a des spécialistes de TVA. Tout ce monde-là, on va essayer en fait d'éduquer, de proposer des bonnes pratiques pour qu'on puisse mettre tout ça en place, quoi. Donc voilà un petit peu le. Je vois le chat, ça me fait. Alors, nous, on n'est pas cofondateurs, mais on a un membership node. Donc, on est assez fiers de ça. D'ailleurs, on va communiquer bientôt dessus, mais on pourra en reparler. Mais justement, je crois on va bénéficier de pas mal d'utilities digitales, physiques. Enfin, si vous voulez peut-être en dire quelques mots, puis c'est vrai que ça ferait une belle transition avec l'écosystème asiatique. Oui, c'est vrai que c'est amusant. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit, avec qui on travaille de près ou de loin, et qu'on retrouve et dans les colloques, dans les conférences, dans les amas, sur les panels, que ce soit à Biarritz, à Lisbonne, à Paris, à Cannes ou ailleurs. Mais au final, c'est un monde assez petit, et effectivement, tous les gens qu'on croise aujourd'hui, il y a eu 1000 member nodes.
peu ou prou, je pense que c'est à peu près la taille de l'écosystème des professionnels et des amateurs en France, hein, au final. Euh, pas beaucoup, beaucoup plus. Je préférerais dire, mais oui, on est plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers. Pour l'instant, non. Quelques centaines, un peu plus de 1000 peut-être. Et bah, c'est tout ce monde-là qui est hyper compétent et qui bosse depuis quelques temps là-dessus et qui a de très bonnes idées. Et voilà, on a essayé de regrouper peu ou prou tout ce petit monde au sein de la factory pour Et avancer tous ensemble. Voilà. du coup, il y a combien de cofondateurs, tu disais? Il y a 150 cofondateurs et il y a 1000 memberships, D'accord. je crois. Voilà. Qui ont quasiment tous été vendus. Il doit en rester quelques dizaines. J'ai vu évidemment, hein, c'est la blockchain, donc tout le monde peut aller voir combien il en reste. C'est le principe. Et donc voilà, puisque tu me posais la question un petit peu avant, Oui, notre entretien, ça va servir à ça va servir à avoir un lieu physique à Paris, ça va servir à accompagner les porteurs de projets, à accompagner des formations. Je vois un incubateur, oui, il va y avoir tout ça, des expositions, une boutique, enfin, tout ça c'est à créer. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de roadmap hyper précise, mais comme on dit en anglais traduit, petite roadmap, voilà, gros espoir et gros travail, donc less is more au final. Donc on exact. travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Et le mint, c'est jusqu'à quand? Alors je fais en même temps, le mint est jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il n'y a pas de date, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et donc, je dirais peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine, le temps. Voilà. Et ça sera à quelle adresse à Paris? Aucune idée. Voilà. Ça sera Paris, mais pas d'idée. Yes. Voilà. Super. Et Bah, écoute, les utilities, oui, c'est ça. Donc, ça sera de l'accompagnement pour les porteurs de projets. Ça sera, et puis, ça sera du réseautage hein, de la communauté accompagnée. Et aussi, euh, l'ambition, c'est d'amener des gens qui ont entendu parler du NFT, comme la maison du Bitcoin il y a quelques années, et qui arrivaient et qui posaient des questions à des gens qui en savaient un peu plus, quoi, tout simplement. Et de cette maison du Bitcoin, tout le monde sait ce qu'il en est ressorti avec les ledgers, etc. mm, Voilà, donc voilà, on n'a peut-être pas les mêmes ambitions, mais en tout cas, voilà, on essaye de favoriser le terreau du NFT en France par ce type d'action. Et voilà. superbe initiative, hein, et bravo à vous. Aussi, peut-être question sur d'autres projets que tu voudrais mettre en lumière. Donc là, ça fait NFT Factory. Oui, 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 Si oui, tu... oui. Eh ben, alors, un projet, moi, que j'aime bien, que j'ai découvert il y a 3-4 jours, on en a parlé beaucoup, c'est les histoires de ticketing et NFT. Et il y a un projet qui a lancé en Taylor, donc, qui est une jolie boîte qui a créé Julien Ranker et qui s'est associé avec l'Olympia, rien que ça. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la communication. Ouais. Excellent. Ben, beau projet, Mm, très joli NFT, très peu de supply parce qu'il y en a 250. mm. Et alors évidemment, il y a des ordres de rareté, mais parmi le plus rare, hein, si on veut, c'est 12 concerts à l'Olympia, VIP, petit four, nanani nana, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je trouve ça juste génial, ce type voilà. Et puis, après, les raretés diminuent, mais il y a toujours l'accès à l'Olympia, etc. Donc, ça, je trouve ça vachement bien. Et puis, ça répond aussi à une question, parce que moi, quand je fais un petit peu de conseils sur des stratégies blockchain, NFT, la première question que je pose, c'est est-ce que la blockchain ou le NFT répond à une question, un besoin ou une problématique? Sinon, ça ne sert à rien. Et on voit que le ticketing NFT, aujourd'hui, est un peu au cœur du sujet avec les problématiques qu'il y a eu au Stade de France. Voilà. Donc ça répond à un besoin. En plus, un super partenariat. Donc, sans faire de conseils, allez-y. Vous avez l'adresse Taylor Mais, des ouais. Jeux de Lyon. Mais 250, Romain, c'est quand même ça à partir, mais comme ça, non? Comment tu fais pour... Bon, après, c'est un mode raffle, c'est ça? Ou comment... Il y a une whitelist, Ok, il faut s'inscrire. ok. J'ai pas plus, voilà, c'est tout le monde au même. Et Voilà, tout le monde... 250, D'accord. ça va être vendu dans les 10 minutes, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. C'est génial, voilà. Puis après, les projets, un projet un peu institutionnel de la factory dont on parle, hein. Mhm. Puis il y a des projets un peu plus long-termistes, comme par exemple le plus loin, là, la Non-Fungible Conference de Lisbonne, qui a été, ça y est, on connaît la date, ça sera en mai prochain.
Et puis sinon, un artiste, puisque c'est quand même mon job, hein, marché de l'art. Donc, focus sur un artiste qui a beaucoup d'actu en ce moment, qui est une jeune femme qui s'appelle Hermine Bourdin, que j'aime beaucoup, et qui fait du figital, c'est-à-dire que c'est une sculptrice qui travaille le grès, qui travaille le plâtre, etc., et qui fait des formes féminines, rondes, etc., et qui le met en 3D par l'intermédiaire d'un procédé de scanner 3D, etc., et qui fait danser en réalité virtuelle ces sculptures. Et donc, ce qui est génial, moi j'en ai une à la maison, donc il y a une sculpture et derrière, donc, il y a l'écran de ce personnage-là qui se balade et dans les rues de Paris, dans les machins et tout, qui danse. Donc, moi, je crois vachement, pour le moment, à cet aspect physico-digital pour amener les gens au NFT, pour dire, bon, ben voilà, pour les moins réceptifs, si on veut, ça peut être aussi ça, c'est pas juste des geeks qui font des pixels, c'est aussi un prolongement de la création artistique via un numérique, via le numérique, pardon, et un processus et un protocole informatique nouveau. Voilà, NFT, c'est un nouveau protocole de reconnaissance, de redatage, un truc assez simple au final. Et je pense qu'il faudrait qu'on se débarrasse de ce terme NFT qui fait peur à beaucoup de gens et qu'on le rende un petit peu plus sexy, peut-être un peu plus français, je sais pas. Je n'ai pas d'idée vraiment particulière, mais là, c'est une espèce d'acronyme qui, déjà, quand on le traduit, ne veut rien dire pour la grande majorité des gens. Voilà, qui est entouré un peu de mystères pas très jolis. Donc, faisons des assises de l'art numérique et proposons de changer ce nom. Je pense que ça serait déjà un bon début. Voilà. J'en ai terminé. Merci Romain, merci beaucoup. Sans transition, on va passer, on va aller en Asie directement avec Frédéric. Alors, Frédéric, qui connaît bien l'écosystème Web3 et notamment parmi les équipes d'Axis Infinity, par exemple, pour citer. Donc, Axie Infinity, c'était quand même une grosse tendance du crypto gaming qui a initié le Play to Earn avec des montants incroyables et puis une croissance d'adoption qui est juste fantastique, quoi. Donc, je te laisse la parole et tu as 10 minutes et puis après on Non, échange. c'est intéressant. Déjà, bonjour. Donc, c'est très intéressant là, tout ce que j'entends et notamment Mathieu, parce qu'on est sur des terrains à peu près communs pour certaines parties. Mais commençons par le commencement. Donc, ça fait, bon, je vais commencer par me présenter. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans les technologies du web. J'ai connu le web 1, le web 2 et maintenant le web 3. En fait, pour faire court, je suis parti dans les années 2000, au début des années 2000 en Asie, pour développer un back-office pour un projet sur le monde d'un medical search engine, d'un moteur de recherche sur les sites médicaux qu'on avait monté en Suisse. Et je suis parti monter une équipe pour 2 mois. Et ça fait 20 ans que j'y suis, quoi. Donc, en gros, pour faire court, on a monté une équipe, on a démarré à 5 dans une chambre d'hôtel et 4 mois après, on était 250. Et derrière, juste avant le crash de 2001, on a vendu un laboratoire pharmaceutique. Donc, moi, j'ai décidé de rester. Mon associé est rentré en Europe. Et là, j'ai continué à développer des projets. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs. J'ai beaucoup plus appris des échecs que des succès. Et puis, donc, je suis rentré dans la blockchain par le Bitcoin, comme tout le monde. J'étais à Hong Kong, donc j'ai passé 6 ans à Hong Kong. Et j'y suis rentré en 2016. Derrière, donc en 2017, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la blockchain, parce que ça faisait quand même 20 ans que je montais des plateformes, que j'étais un architecte pour créer des plateformes pour des projets dans plein de domaines. J'ai monté des choses dans le big data et le machine learning, dans les mobile marketing. Donc, en 2018, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui, Kevin, qui est d'origine philippine, qui est un pure tech développeur et assez génial. Et on a commencé donc 2018 à développer un système pour changer ce qu'on appelle les collectible sport cards, en créant un game qui s'appelait KS Football.
qui permettait de collectionner des cartes de football et de les engager dans des battles. Et on a bien démarré avec des milliers de players. Et puis, le Covid est arrivé, les ligues se sont arrêtées en Europe et donc le projet s'est arrêté, on pensait pour 2 semaines et ça a duré 2 ans. Donc, on a mis le projet au frigo. Et entre-temps, donc, le Covid a fait exploser le monde des NFT, les choses ont vraiment bougé. On a travaillé sur un projet, j'avais rencontré un groupe de corporate banquiers qui voulait créer un système sécure de signature, en gros un compétiteur de DocuSign. Donc, on leur a créé une plateforme pendant les 2 ans du Covid qui s'appelle DocOnchain, qui en fait utilise les NFT pour aller authentifier des signatures digitales et des documents signés. Donc, on a fait ça et comme on ne voulait pas rester sur les NFT pour des PDF, on a décidé en début d'année, donc janvier 2022, de se lancer et de créer The Famous Lab. Donc, c'est là où on est aujourd'hui. Donc, pourquoi on a créé le Famous Lab? D'abord, on est des fans de culture. Moi, plus pop art et street art, et Kevin, plus digital et manga. Et on pense que, disons à l'origine, on pense que la culture va être une des currencies du métaverse. Ça va être un des éléments très importants. Bon, ça a commencé effectivement les NFT sur l'art, mais ça va être un des éléments les très importants du métaverse. Et deuxièmement, on pense que les NFT sont ce que j'appelle un atomic composant de la Web3 et de la Web3 économie. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, si on veut expliquer aux gens de manière simple, c'est que le NFT, on peut le considérer comme un standard pour le Web3 et tous les fichiers de ce qu'on appelle things of value, d'objets de valeur, que ce soit des fichiers musique, des fichiers vidéo, des fichiers PDF pour des contrats, etc., et des JPEG. Si elles veulent être échangées dans le Web3, elles doivent être transformées en NFT pour être sécurisées et pour avoir une traçabilité dans la blockchain. Donc, vous en avez bien parlé avant moi, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc, le troisième point, c'est que comme on a monté des plateformes depuis plusieurs années, on s'est interrogé, est-ce que les NFT, ce qu'on appelle la première génération, que tu peux minter sur OpenSea ou ailleurs, est-ce qu'ils correspondent, est-ce qu'ils répondent aux besoins de ce que va devenir le marché des NFT et comment le marché va évoluer et sur la Web3? Et la réponse est non. Mathieu a bien engagé la partie, je dirais, légale et des rights. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est démocratiser le NFT pour ce qu'on appelle des non-crypto savvy, donc des gens qui ne connaissent pas la crypto, qui ne connaissent pas la blockchain. Donc, ce qu'a très bien fait Axie Infinity, tu en as parlé pour amener des gens dans le monde du gaming et du Web3 en leur disant, voilà, on va vous amener sur des jeux qu'on appelle Play to Earn qui vont vous permettre de gagner de l'argent et de vous faire comprendre pourquoi vous avez besoin d'un wallet, pourquoi les cryptos vous permettent d'avoir des transactions et faire gagner de l'argent, ce qu'on appelle frictionless. Moi, je parle de l'Asie, mais où derrière, tu as des milliards de personnes qui n'ont pas de compte en banque. Donc, c'est quand même important, ce qu'on appelle les end-bankers. Donc voilà, on est dans ce monde-là. Et donc, on a créé The Famous avec, je dirais, 2 piliers. Le premier, c'est The Famous Lab. Le premier pilier, c'est la Famous Factory. Donc, on a 3 choses. On développe de la tech. Donc, en fait, on développe une seconde génération de NFT qu'on appelle VIP. V pour Verifiable. Donc, ces NFT sont associés à un passeport, comme le passeport Covid. Et dans le passeport du NFT, on retrouve l'accès aux métadatas, on retrouve l'accès au copyright qui est enregistré dans la blockchain et aux rights, aux droits qui sont créés directement quand tu crées le NFT. Et je rejoins ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'on travaille sur
des licences qui regroupent 4 grands piliers, ce que fait Creative Commons, c'est-à-dire en gros les royalties, la commercialisation, est-ce que vous donnez le droit de commercialiser ou pas le NFT, derrière les droits de dérivatifs, est-ce que vous pouvez créer des dérivatifs, des t-shirts avec le NFT, et derrière l'attribution, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vous donner la paternité, l'attribution, ou est-ce que vous avez des licences CCO, c'est-à-dire vous donner le copyright et l'ensemble des droits aux personnes. Et comme l'a très bien souligné Mathieu, en fait, c'est un vrai problème parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, Bored App sont en train d'aller en court case pour poursuivre des artistes qui utilisent le Bored App pour créer des copies et les vendre. Mais en même temps, ils appellent ça des dérivatifs. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, le V, c'est pour Verifiable, où tu retrouves aussi un historique de toutes les ownership, les propriétaires, les transactions, l'ensemble des propriétaires. Et tout ça, en fait, est accessible de manière vraiment simple dans le passeport. Et en fait, le passeport est protégé par un Zero Knowledge Proof, donc un ZKP pour respecter la privacy. Donc, on développe cette première partie. Le deuxième, le I, c'est pour interopérabilité. Un des gros problèmes des NFT avec l'évolution, c'est qu'ils sont sur une seule chaîne et ils ne sont pas interopérables. Donc, nous, on a créé un système, pour faire simple, qui permet de générer plusieurs, quand on crée une collection, de générer plusieurs smart contracts pour différentes chaînes. Polygon, Algorand, BNB, Solana, etc. Et en fait, celui qui crée le NFT choisit la primary chain, donc où il sera vendu en premier. Mais derrière, avec un système d'escroc, ça nous permet de porter, avec un import-export, les NFT d'une chaîne à l'autre, en fait. Vous achetez un NFT sur un Ponzi, vous amenez le NFT, vous voulez aller trader sur BNB. Le NFT qui était sur Ether rentre dans l'escroc, on vous donne le BNB avec un contrat pour la chaîne BNB chaîne et que vous allez trader ailleurs, etc. Donc, on développe et on est en plein développement là-dessus parce que bon, ça demande pas mal de travail. Donc, le I pour interopérabilité et le P pour protectabilité, donc verifiable, interoperable et protectable. Comment on protège? Eh bien, déjà, avec un meilleur licence, notamment qui explique qu'en cas d'utilisation illégale ou si le NFT est stolen, les droits peuvent être cancel. Et en même temps, on crée des NFT dynamiques et les NFT ont la capacité d'éteindre la lumière, de devenir noir quand le NFT a été prouvé stolen, en attendant qu'il retourne sur les derniers propriétaires vérifiés. Donc, ça permet un pas en avant et de développer des choses. Donc, la Famous Factory permet de présenter ces technologies qui peuvent, avec des API, être greffées sur d'autres plateformes et sur nos clients et sur leur NFT. Et derrière, on crée des collections et on crée des projets et des collections qui permettent de développer plusieurs types de NFT, donc des one-to-one pour vendre un NFT aux enchères, des collections de 100 à 10 000 pour les PFP avec un système de génération de traits et de création de NFT. On crée aussi ce qu'on appelle des sub-NFT à partir d'un NFT original. On a un commissaire-priserie pour créer ce qu'on appelle des éditions limitées, donc créer des sous-NFT avec une édition numérotée signée par l'auteur à partir d'un NFT original, ou la possibilité de fractionniser un NFT pour avoir plusieurs owners, comme plusieurs propriétaires d'un NFT, et des NFT dynamiques qui permettent, ça c'est super intéressant, on travaille sur plusieurs projets là-dessus, qui permettent en fait d'évoluer en fonction durant la vie du NFT, en fonction d'éléments qui viennent d'un oracle qui est associé au metadata et qui va donner des éléments pour modifier le NFT.
Donc, pour vous donner un exemple, on travaille là sur un projet de Fantasy Football DAO où derrière des cartes de footballeurs designées par des artistes street art vont évoluer en fonction des performances des équipes durant la saison, où on travaille sur un truc qui est assez fun, qui s'appelle Artflation, qui est basé sur l'inflation. Donc, c'est des œuvres d'art et qui sont pixelisées. Et en fonction du taux d'inflation qui change tous les mois, l'œuvre va être plus ou moins pixelisée. Donc, plus l'inflation augmente, plus l'œuvre est pixelisée. Plus l'inflation descend, plus l'œuvre est révélée. Et en fait, durant toute la vie de l'œuvre, elle va bouger en fonction de l'inflation. Et le taux d'inflation est donné par l'oracle. Et on a ce type d'évolution. Donc voilà, donc on a la partie Famous Factory et on a créé une marketplace, donc la Famous Marketplace, qui permet pour nous de résoudre des problèmes des marketplaces actuels, c'est-à-dire, pour faire simple, et je pense qu'on va discuter de plein de choses après, mais en gros, qui permet d'onboarder non seulement des crypto-natives en pluguant un wallet, mais aussi de faire venir des gens avec un simple email et qui vont bénéficier d'un custodial account, donc un compte sur la plateforme, et qui vont pouvoir utiliser. Ils auront automatiquement un NFT wallet et des NFT de currency, et ils vont pouvoir, avec un reward programme, récupérer des tokens pour acheter des NFT ou récupérer des tokens par airdrop, ensuite les trader sur la plateforme et donc commencer à gagner des cryptos et ensuite créer leur propre wallet pour pouvoir exporter l'ensemble sur leur propre wallet et devenir indépendant, ce qu'a fait Axie Infinity dans le monde du game. Donc, onboarder des non-crypto natifs, parce que c'est là où les prochains millions d'utilisateurs vont venir. Donc, avec un système de NFT avec un passeport. Et derrière, donc d'accéder à des NFT de différentes chaînes, donc multi-chaînes et multi-currency, pour pouvoir faire venir des gens avec différentes cryptos. Et on est en train d'installer, puisqu'on vient juste de lancer de Famous, la marketplace, on est en train de travailler sur une douzaine de collections, de channels de collections dans différents domaines. Ce qui nous intéresse, c'est la culture, donc dans l'art, dans la musique, dans le sport, dans la mode et dans le gaming. Là, on vient de signer il y a 2 jours un partenariat avec une plateforme de gaming qui s'appelle Zarcade, qui est un métaverse de gaming qui permet à des game développeurs de créer leur game dans la Web3 et avec une blockchain et des tokens. Et donc, on va être la plateforme de NFT partenaire. Donc, les game développeurs vont pouvoir créer leur inventory d'assets de game avec The Famous Factory. Et derrière, les joueurs vont pouvoir venir sur la plateforme pour trader leurs NFT, pour les échanger et les remettre dans leur wallet pour retourner jouer dans le métaverse. En gros, pour finir un peu l'introduction, on pense que l'avenir du NFT, c'est que les gens vont vouloir et devront, puisqu'il y aura plusieurs métaverses, il y aura plusieurs plateformes, devront, comment dire en français, bag and carry, vont pouvoir avoir tous leurs NFT dans leur wallet et vont pouvoir les emporter sur les marketplaces ou sur les métaverses où ils voudront aller jouer ou les échanger ou les utiliser comme un ID pour pouvoir se loguer et interagir dans ces métaverses. Donc, l'intérêt avec le passeport, c'est qui est accessible avec un API ou avec un système de QR code ou un système de code view, c'est que quand vous vous loguez, par exemple, sur un métaverse, on peut immédiatement vérifier si les NFT que vous voulez utiliser, vous les avez encore, vous ne les avez pas vendus ou si derrière, vous êtes bien le propriétaire, etc. Donc, voilà un petit peu où on en est. Okay. Donc, on a ce Famous Lab qu'on est en train de lancer et avec des collections et en même temps, on travaille sur des projets pour des clients puisqu'on développe toute notre technologie en marque blanche
Et donc là, par exemple, on est en train de discuter une plateforme au Moyen-Orient pour créer une marketplace en utilisant nos outils, puisqu'on pense que, et je terminerai là-dessus, ça ouvrira peut-être la discussion, mais on discute beaucoup avec des marques et par exemple un gros conglomérat d'entertainment, et on s'aperçoit que les choses évoluent, c'est-à-dire que pour l'instant, je dirais qu'on a 3 segments dans les NFT. Le premier, c'est la création, donc comment on crée les NFT, les collections. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le primary market, où est-ce qu'on vend nos NFT. Donc, pour l'instant, beaucoup, c'est OpenSea ou Magic Eden sur Solana ou d'autres plateformes. Et le troisième, c'est le trading, c'est-à-dire ceux qui achètent les NFT, où est-ce qu'ils vont pouvoir les trader et comment ils vont pouvoir les trader. Donc, c'est 3 segments. Et on pense que toutes les discussions qu'on a, les segments 1 et 2, c'est-à-dire la création des NFT et la vente sur un primary market de NFT, de plus en plus, les marques, les groupes, les labels de musique, les groupes d'entertainment, etc., vont le faire in-house, c'est-à-dire qu'en gros, sur leur website, ils vont présenter des NFT et ils vont les vendre. Après, ceux qui achètent les NFT vont pouvoir aller ailleurs sur des agrégateurs ou sur d'autres plateformes pour pouvoir les trader. Donc ça, c'est très intéressant. La première grosse marque qui fait ça, c'est Gucci, qui a créé un Gucci Vault donc sur leur plateforme web. Mais on entend et on voit en Corée, au Japon, c'est un truc qui est en train de bouger pas mal. Donc voilà, donc les questions qui sont posées, c'est avant que ces grands ces grands médias ou conglomérats ou marques aillent sur la NFT, c'est toujours la première question, c'est les IP. Et Mathieu a soulevé le truc, c'est-à-dire, en gros, nous, on veut bien y aller, mais comment on protège notre IP? Donc là, nous, on apporte une partie de la réponse avec ce système. Et la deuxième, c'est en gros nos clients, notre audience, elle n'est pas blockchain native, ils n'ont pas de wallet et tout, donc comment on fait pour les embarquer? Donc là, les custodial wallets, toutes ces choses-là sont des choses intéressantes. Donc voilà en gros ce qu'on fait. Et je terminerai par dire qu'on envisage dans notre roadmap là, de créer un desk à Paris pour pouvoir ouvrir le marché européen et développer des partenariats avec des musées, avec des institutions, des curateurs pour notre marketplace et pour notre technologie. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu parler du NFT Paris, et d'après ce que j'ai compris, il y aura peut-être une sorte de coworking space ou NFT Factory NFT Factory sur pas. la NFT Factory, oui, j'ai lu un peu des trucs. Donc plutôt que d'aller à la station F, pourquoi pas aller là-bas quand on ouvrira notre desk. Je suis ouvert à discuter pas mal de choses. Donc voilà, donc on peut discuter sur l'avenir des NFT avec plaisir. Il y aura effectivement, pardon, je reprends. Oui, il y a effectivement un espace de coworking qui est prévu. Okay. Ce qui est intéressant. Magnifique. Peut-être une question assez générale sur le partage de justement la vision un peu des NFT, les plus grosses tendances émergentes pour vous suite à ce qu'a pu dire Frédéric, des réactions peut-être du panel? Moi, alors justement, quand je pense à l'Asie, moi j'ai quand même une grosse polarité Chine. Et c'est vrai que les NFT, alors les NFT sur blockchain sont interdits en Chine, comme l'étaient les ICO. Et on voit les gros acteurs chinois type Alibaba préparer des structures un peu équivalentes qui sont des NFT sans être des NFT. On voit aussi le yuan qui apparaît. Là, nous, on fait un colloque sur ça là, avec la Maison du Barreau et l'association qui fait la liaison Barreau de Paris, Barreau de Pékin sur les monnaies numériques de banque centrale et les enjeux judiciaires. Et c'est vrai que, bon, on voit par exemple que les personnes de la Banque du Peuple ne sont pas encore prêtes à parler de ça de manière complètement limpide, mais techniquement, le yuan permet en fait de faire des NFT. Donc, on va voir comment ça va se... J'ai dit, c'est marrant parce qu'il y a une semaine, j'étais justement avec des acteurs chinois, on a discuté de ça. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, tu as raison, c'est-à-dire que la Chine a interdit les cryptos et les NFT par rapport, parce que les NFT sont utilisés avec les cryptos, donc de fait. Mais d'après ce que j'ai compris,
tous les gros acteurs chinois sont en train de préparer des plateformes, sont en train de se préparer, sont en train de préparer le marché, mais tout en étant, j'irais, discret sur des plateformes où tu peux te balader, mais tu peux rien faire, tu peux pas acheter, tu peux pas. Mais ils sont tous en train de préparer des choses. Et derrière, il n'est pas dit qu'ils utilisent la monnaie numérique de la Chine. D'après ce que j'ai compris, il y a des choses qui sont en train de se préparer avec des choses intermédiaires. Donc, ils ont compris comment ça se passait. Ils ont compris que le marché, de toute façon, il ne fallait pas rater. Et derrière, pour l'instant, ils sont en still mode, quoi. Ils sont en mode incognito, mais ils sont en train de mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour préparer leur métaverse. Des réactions de l'audience, du public, peut-être. C'est un beau programme qu'a Frédéric. Ouais. Alors, ouais. Non, c'est intéressant. Enfin, nous, on est dans la culture, donc on pense vraiment que derrière, donc, parce qu'on a des. Bon, il y a souvent des questions, ouais, mais il y a OpenSea, pourquoi vous créez une marketplace? Et l'idée, c'est que bon, il y a de toute façon de la place pour un acteur qui est capable d'être multi-chaîne et multi-currency, d'apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, ce que je disais, c'est que, et Mathieu a commencé à parler de ça, donc peut-être qu'on aura des conversations après, mais les gens qui vont venir sur le NFT ou qui viennent sur le NFT, et moi j'ai la chance de pouvoir discuter avec les gens d'Axie Infinity, et notamment d'une compagnie qui s'appelle Yale Guild, qui s'est montée sur les jeux. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Yale Guild, mais ils ont un marché qui est extraordinaire, c'est-à-dire que en fait, Axie Infinity se place sur des assets, donc des NFT, donc des assets en fait qu'il faut acheter pour pouvoir jouer. Et il y a tous les jeux du Play to Earn sont là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter ces NFT, surtout quand le ETH était haut. Et donc, ce que fait Yale Guild et d'autres guildes, c'est qu'en fait, ils achètent les assets. Derrière, ils les font grossir ou derrière, ils les mettent, ils les breed, enfin, ils les font grandir, grossir. Donc, ils investissent de l'argent dans les assets. Et après, ils louent les assets à ce qu'on appelle des scholars, donc un système de scholarship, qui vont, eux, utiliser les assets pour jouer et derrière, donc pour avoir des revenus et en donner une partie à Yale Guild en attendant qu'eux aient suffisamment d'argent, les joueurs, pour pouvoir acheter leurs assets. En France, on a Blackpool aussi comme acteur là-dessus, Blackpool Finance, qui est aussi une guilde qui fait partie des sociétés de notre prime sponsor, la Stake Capital. J'en profite, petit instant de. Donc c'est intéressant parce que si tu veux, Axie et donc Yale Guild ont créé une académie de learning où derrière ils apprennent aux jeunes et aux gens à ce qu'est le Web3, ce qu'est les NFT, ce que c'est qu'un wallet, pourquoi l'intérêt, etc. D'avoir un wallet et comment après passer de la crypto, donc SLP et Axie, à de la monnaie locale pour payer ta note d'électricité, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a tout un chemin. Ils ont embarqué des millions de gens. Ah ouais, non, on est dans cette démarche-là aussi en disant, bah voilà, on crée un custodial wallet, on embarque des gens et quand ils commencent à recevoir des cryptos et on peut les éduquer pour qu'ils deviennent indépendants et on décentralise le système. Donc, c'est un système hybride qui va vers les décentralisations, mais je pense que c'est que comme ça qu'on pourra embarquer le prochain milliard d'utilisateurs qui sont des gens en transition vers le métaverse, mais qui ne sont pas crypto-natifs, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, de ce côté-là, c'est en tout cas l'exemple que plusieurs entreprises dans le Web3 est en train de prendre, en fait. Du coup, moi, c'est plus pour la partie un peu plus technique du coup du métavers. En effet, nous, on audite aussi des jeux et c'est un peu compliqué. Du coup, quand on audite des jeux, c'est pas pareil qu'une œuvre d'art. Ça doit être évolutif, tous les NFT, les jeux. Et le sujet hyper intéressant, c'est l'interopérabilité des applications du métavers. Donc, est-ce que ces mondes-là peuvent communiquer entre eux? Et l'intercompatibilité des NFT, est-ce que les NFT, tu peux le réutiliser d'un monde du métavers à l'autre? Exactement. Et là, il y a des standards à construire. Et aujourd'hui, il y a des petites choses qui se font, mais ça reste encore très… C'est les balbutiements.
et surtout, du coup, c'est là où nous, on pousse encore un petit peu le GEM score, parce que plus on utilise la base de données qui est la blockchain, plus la liaison entre les mondes sera facile, parce qu'on aura tous la même base de données, et plus on met des datas, donc des attributs de stuff, hein, d'équipements ou quoi, surtout je parle des jeux vidéo en l'occurrence, plus ils pourront être utilisés par les différents mondes. Là où la plupart des jeux du métavers aujourd'hui sont encore très centralisés et finalement n'apportent pas tant de valeur que ça par rapport à un World of Warcraft ou par rapport à un TikTok. Complètement Et d'accord avec toi, un mais les SQL. mondes sont en train de se créer. Enfin, je veux dire, si tu vois, bon, en plus, on va avoir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir deux catégories de mondes. On va avoir les gens du Web 2 qui vont aller sur le Web 3, les Meta, les Facebook, etc., pour garder ce qu'on appelle tollgate, leur péage système dans le Web 3 et essayer de garder ce truc-là. Et puis, moi, ça me fait beaucoup penser au Web 1 quand ça a démarré, c'est-à-dire que tu as d'autres gens comme moi, je suis à 2-3 projets comme le projet OM. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en France, le projet Home par Punk 6529. C'est un projet complètement fabuleux. Et c'est des projets indépendants donc, qui essayent de créer un métaverse indépendant des GAFA et indépendant du système, avec des très, très gros moyens. Ils ont commencé à créer un musée district, ils ont commencé à créer des trucs assez incroyables. Donc ça, c'est le groupe Punk 6529. Et de l'autre côté, il y a Lamina, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lamina, qui est l'autre gros projet indépendant qui me tient à cœur. On est en contact, nous, on va essayer de faire des choses avec eux, qui a été créé par l'auteur de Snow Crash, Stephenson, qui est le premier à avoir employé le terme de métaverse. Donc, pour les plus jeunes, je vous conseille de lire Snow Crash, qui est un bouquin d'anticipation, qui est le premier à parler du métaverse. Et donc, Stephenson a lancé il y a quelques mois son métaverse, et justement, qui est un métaverse complètement indépendant et ouvert. Donc, il y a toujours ces deux choses. Mais derrière, les métaverses, comme tu dis, enfin, je veux dire, il faut trouver une compatibilité. Et ce que vont demander les gens, les utilisateurs, c'est de pouvoir emporter leur NFT d'un métaverse à l'autre, de pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a tout un tas de choses qui devraient évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un PFP, donc un Bored App, par exemple, un NFT, si tu veux aller jouer dans un métaverse où derrière, ils ont des avatars 3D, est-ce que tu vas pouvoir automatiquement transformer ton NFT en avatar 3D pour jouer dans ce métaverse? Donc, il y a tout un système qui va se mettre en place, qui va intégrer de l'intelligence artificielle et des systèmes d'interopérabilité. Donc, c'est intéressant. Et en Asie, les questions qu'on se pose aussi, parce que je discute avec pas mal de groupes, c'est il y a deux versions de voir l'interopérabilité. La première, c'est de créer des bridges. Et malheureusement, il y a beaucoup de hacks et beaucoup de problèmes. Ronin, le bridge de Axie ou Harmony, qui se font exploser par des hackers. Et donc, on est plus sur des systèmes justement de multiplateformes, mais pas de bridge, c'est-à-dire de pouvoir avoir des réponses pour chacune des plateformes avec un système de contrat qui va permettre de faire le lien entre les plateformes. Donc, c'est intéressant parce que là, il y a pas mal de recherches à faire aussi à ce niveau-là. Justement, il y a une question de Sab sur la décentralisation. Vas-y, je te laisse enchaîner, Damien. Pardon. Ouais, justement, Sab, je suis assez aligné avec toi. Du coup, ouais, c'est vrai que ça, de premier abord, ça ne semble pas prendre la bonne direction, surtout quand tu regardes un petit peu les smart contracts. Je sais pas, nous, on avait fait une conf sur la partie The Sandbox. C'est intéressant parce que The Sandbox, du coup, utilise beaucoup IPFS, en l'occurrence, et utilise IPFS aussi pour mettre les attributs. Ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, si les attributs étaient on-chain, en effet, tous les métaverses pourraient utiliser cette data plus facilement que d'aller lire le token et d'être redirigé autre part, donc en l'occurrence IPFS ou sur un serveur, ça dépend des trucs, et du coup, galérer un peu plus à aller chercher ces données. Et pour des points d'optimisme, j'avais entendu du coup Sébastien Borget à la Probably Nothing Night, et qui parlait de ça, et qui pour lui c'était important aussi l'interopérabilité. Il disait qu'il était en contact avec Decentraland. Alors je ne sais pas trop où est-ce que ça en est aujourd'hui,
Mais si tu veux regarder et creuser le sujet, tu as aujourd'hui la Open Metaverse Interoperability Group qui taffe là-dessus. Tu as aussi, et ils seront à NFT Biarritz, la Blockchain Game Alliance, qui Ouais. rassemble pas mal de jeux vidéo du coup du monde entier Web3 et qui discutent avec eux. Alors, ce n'est pas leur seul sujet, l'interopérabilité, l'intercompatibilité, mais il n'empêche que c'est un des sujets. Et c'est un sujet qu'on aimerait énormément aborder à NFT Biarritz, en l'occurrence. Et pour être encore plus concret, tu as des partenariats aujourd'hui. Tu as la collection Flickplay avec The Sandbox. Donc, ce n'est pas des smart contracts The Sandbox, c'est un smart contract de Flickplay. Et du coup, ils seront compatibles dans l'univers The Sandbox. Et ça, c'est intéressant. Donc aussi, pour répondre aussi un petit peu à ce que tu disais, Frédéric, en effet, la modélisation 3D, en tout cas le graphisme, l'élément 3D, ça, qu'il soit pas on-chain, qu'il soit sur un serveur pour que ça soit même plus rapide, c'est très bien vu. Par contre, les datas persistantes et les datas, le cœur de ton item, en fait, tu vois, ça, c'est intéressant qu'il soit plutôt on-chain ou le plus accessible possible pour les métaverses. Bon, il n'y a pas encore vraiment de règles, mais les gens travaillent dessus. Yuga Labs, par exemple, sur The Other Side, ils veulent que les CryptoPunks fonctionnent. Pourtant, CryptoPunk, ce n'est même pas des ERC 721. Ce n'est pas des vrais NFT, c'est des ERC 20. C'est des crypto-monnaies, les CryptoPunks de base. Tu vois. Donc, ils vont adapter un maximum leur métavers et je pense qu'ils vont galérer. Et donc, du coup, pour la suite, ils vont aussi s'assurer que ça se passe mieux. Donc, en vrai, c'est plutôt en bonne voie dans ce sens-là. J'espère que ça ira continuer dans cette direction, mais on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, moi, je bataillerai avec ma petite force de frappe OpenGem, même si je ne suis pas grand-chose. Mais ouais. Non, mais c'est intéressant. Il y a plein de gens qui travaillent sur des standards. Enfin, moi, je ne suis pas le spécialiste. Le spécialiste, c'est mon associé, donc Kevin, qui, lui, travaille, par exemple, avec des groupes comme Cosmos et des groupes d'interopérabilité. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, mais tu auras toujours des groupes issus du Web 2, donc les GAFA, qui vont vouloir protéger leur système et créer leur propre système et avoir un système fermé, centralisé. Donc, tu essaies de regarder ce que racontent les mecs de Punk 6529, c'est vraiment intéressant. Et ils ont chacun, Lamina et 65, ont un Discord OM, et il y a des choses assez intéressantes qui se mettent en place en fait là-dessus. Donc nous, on est plutôt en amont, c'est-à-dire que nous, on travaille avec des métaverses, mais on est, nous, sur la partie NFT, création des NFT, donc avec ces NFT VIP, avec les différentes collections, et à la fois pour des plateformes qui vont vouloir rester sur leur site web et créer leur NFT, leur collection. Parce qu'en fait, c'est intéressant d'envisager la suite. Là, je discutais avec un potentiel client en disant, bon, ben voilà, si derrière on crée… Parce qu'en fait, l'idée pour eux, c'est pas seulement faire interagir les métaverses, mais d'interagir le monde réel, le monde offline, du monde online. Donc, par exemple, de vendre un produit, de donner le NFT qui est associé au produit, par exemple un sac Vuitton, avec le NFT qui est associé, qui va permettre donc d'authentifier le sac et tout le trading du sac. Si moi ma femme l'achète chez Louis Vuitton, mais ma femme le revend à ta femme, qui le revend, tout ça, ça va être traqué avec le NFT. Mais en même temps, la discussion, c'est de dire à partir du NFT original, est-ce que je peux permettre à la cliente de créer une collection limitée de sub-NFT, donc virtuelle, qu'elle pourra aller vendre ou utiliser sur des métaverses. Donc là, ça devient super intéressant parce que ça ouvre la porte du off et du online et donc ça permet à des marques de rentrer dans le virtuel, ce qu'a commencé un peu Adidas avec Artefact, mais de rentrer dans ce monde-là, quoi. Et ça va être de plus en plus. Donc ça, c'est super intéressant, quoi. Après, je ne sais pas si on peut parler d'interopérabilité de métavers, hein. Le métavers, terminologiquement, c'est quelque chose qui se pose au-dessus, quoi. Donc, il n'est pas là pour interagir, il est là pour s'imposer. Le multivers est là pour interagir. Oui, mais tu vois, même Stephenson, qui est l'auteur du métaverse, Stephenson, lui, il crée son propre métaverse. Ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de créer son propre métaverse et même il est en train de créer sa propre blockchain. Donc, oui. Enfin, bon, après, on peut c'est de la science-fiction. Après, il y a 3 catégories de métavers. Il y a le métavers d'État, où là, on est sur de la transposition de ce qui est proposé avec du BIM, du SIM, ce qui est fait actuellement en Chine ou en Corée du Sud. On a des métavers, effectivement, comme Meta, où là, clairement, ce n'est pas des logiques d'interopérabilité, c'est des logiques de conservation de population dans un écosystème fermé. Et après, on a soit des métavers, effectivement, un peu décentralisés, mais qui sont très relativement type Decentraland,
Et après, il y a des multivers, quoi. Multivers, c'est un petit peu comme on crée notre propre site web, bah, il va être interopérable parce qu'il y a des normes internationales. Et les normes internationales, c'est des normes qui sont conçues pas par des conglomérats d'entreprises au sens strict. Justement, ce n'est pas de la normalisation technique, mais par des structures type ITU, ISO, etc., qui ont des groupes qui travaillent sur la blockchain. Moi, je suis à la FNOR, par exemple, sur la blockchain. ITU, je travaille beaucoup avec le groupe qui est sur JPEG. Il y a un autre point sur l'interopérabilité qui, à mon avis, plus immédiatement embêtant pour nous, c'est le côté, finalement, par exemple, vous avez parlé des fichiers 3D. Ils changent sans arrêt, en fait, les formats. Et si on intègre en fait un format à un instant T, dans 2 ans, il est plus utilisable. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une obligation? Vous avez parlé d'NFT dynamique aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une obligation justement de la personne de mettre à jour le NFT avec ça? Si on est sur du NFT dynamique, je pense à Damien, bah, on est sur quelque chose qui intègre des backdoors. Donc au niveau de la sécurité, c'est tout pourri. Il y a vraiment en fait, on aura du mal à mon avis à avoir à la fois l'usage extrême est très intéressant et très ludique et une sécurité qui est celle finalement qu'on recherche avec ce type d'outil et qu'elle permet et qui est sa raison d'être aussi, quoi. Donc on a encore à mon avis pas mal on est sur de l'expérimental encore, quoi. C'est ça le fond. Oui, tout à fait. Mais tu as des boîtes comme Chainlink qui travaillent sur les oracles, sur les métadatas pour les faire interagir avec justement le on-chain. Derrière, ils sont à fond sur les systèmes de sécurité aussi. Donc, les choses sont en train d'évoluer, je dirais, dans le bon sens. Mais ce qu'il faut, c'est, enfin, nous, la façon dont on voit ça, c'est regarder ce que les gens veulent. Quand je dis les gens, c'est-à-dire le public, ce que les gens veulent, ce que les acteurs veulent. Et derrière, les artistes et les créateurs, où ils veulent aller, quoi. Donc ça, c'est ça qui va manager après ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. C'est bien, il faut que ça continue à évoluer, etc. Mais je veux dire, c'est comme nous, on compare. Enfin, je veux dire, j'aime bien, j'avais entendu, tu t'envoies un email. Au jour d'aujourd'hui, tu envoies un email sur n'importe quelle plateforme. Tu ne vas pas te demander sur quelle plateforme le type a son email, si c'est Gmail ou si c'est une autre plateforme, etc. Bon, maintenant, on n'envoie plus d'emails. Quelqu'un de Thales ici ou quelque chose comme ça. Ça dépend, ouais, ça dépend. Non, parce on n'envoie même plus d'emails maintenant. Je veux dire, on bosse avec nous, on bosse avec Telegram et Discord, mais on s'envoie plus d'emails. Mais je dirais que voilà, il faut que le truc devienne fluide de cette manière, quoi. Je veux dire, ça c'est comme ça que les choses vont pouvoir évoluer pour embarquer le prochain milliard d'utilisateurs. Ouais, non, je suis assez d'accord. Après, dans certains domaines, c'est vrai que l'arrière-cuisine est un peu plus regardée que d'autres. C'est vrai que la sécurité reste des sujets assez clés. Mais tu l'as bien résumé aussi, Frédéric. De toute façon, c'est drivé par la demande et la demande du marché, quoi. Donc des différents cas d'usage qui peut émerger, quoi. C'est super intéressant. Merci à tous, hein. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. S'il y en a peut-être quelqu'un qui veut intervenir encore pour une dernière question ou donner le mot de la fin, c'est le moment. Sinon, je vais vous souhaiter, surtout vous remercier infiniment à tous les 5, puisqu'il y avait Franck également, pour nos échanges, pour tous vos insights, les présentations. C'était super intéressant. Encore merci. Je vous donne rendez-vous, notamment, vous l'avez vu dans le chat, mais on a 3 dates prévues en juillet. Le 5 juillet, avec notamment un feedback de Michael Amar qui viendra nous partager donc ses expériences au NFT New York City. Le 7 juillet, avec 2 VCs de Venture Capital qui sont True Global et Stake Capital, donc Franck Desvignes et Julien Bouteloup. Et le 12 juillet, un événement sur les métaverses avec 2 startups, justement métaverses, une très reliée à la réalité, qui s'appelle Versity, qui est dans le réel immobilier, et puis Society, qui est plutôt dans l'expérientiel, enfin, vraiment intéressant. Je vous invite à regarder tous les sites des startups donc Versity et Society. Et puis sinon, c'est pour ceux qu'on ne revoit pas avant, on vous dit rendez-vous au NFT Biarritz. Yeah, Damien, et c'est quand? nickel. Le 24 août, à tous, Le au 24 août.
On Super. mangera des tapas et on fera du surf après. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous et puis passez une Merci à bonne soirée. tous. Et Frédéric, merci pour le. À bientôt. Toi, il était assez tard, donc encore merci pour l'effort d'être resté avec nous. Non, Et non, très c'est bonne un soirée. plaisir.